Avant d'introduire cette soirée, je vais céder la parole à Axel Marion, qui est le président de la section vaudoise du NOMES, pour un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup Chantal. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. C'est un format évidemment inhabituel de faire une conférence du NOMESVO en ligne, mais voilà, la deuxième vague que l'on connaît tous nous oblige à quelques contorsions, mais on s'est dit qu'en même temps, vu l'actualité, vu la relance par le Conseil fédéral, enfin, pourrait-on dire, et timidement, du dossier de l'accord cadre, on ne pouvait pas laisser l'automne se passer sans rethématiser la chose, sans aborder le sujet. Et on s'est dit que finalement, ça valait le coup de vous proposer ce moment d'échange en ligne, en précisant bien sûr que dès qu'on le pourra, on vous proposera, et on espère que ça viendra le plus vite possible, de nouveau des conférences en format classique. Et qui de mieux pour une conférence en ligne qu'un jeune chercheur qui s'est penché avec le laboratoire Forhouse sur ces questions et qui va nous entretenir sur un titre évidemment un petit peu provocateur, hein, l'accord cadre si on faisait 100. Sans doute que ce sera difficile de faire sans, mais c'est peut-être aussi une approche intéressante de réfléchir par l'opposé, par la provocation, pour bien mesurer l'ampleur du défi qui est posé à la politique suisse et européenne, mais au fond, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même nous, Suisses, qui sommes les plus demandeurs et les plus concernés par la conclusion de cet accord cadre. Eh bien, quel est le prix que l'on serait amené à payer si, malheureusement, ces discussions n'aboutissaient pas. Donc, je ne vais pas anticiper plus sur la conférence. Je vais redonner la parole à Chantal Talks et Guillaume Kayser pour introduire cette conférence. Vous remercier de votre présence. Et puis, si on ne se revoit pas, ce sera sans doute le cas, en tout cas physiquement, avant la fin de l'année, déjà, vous souhaitez à tous, malgré tout, j'insiste sur le malgré tout, de belles fêtes de fin d'année, que chacun puisse garder le moral et la santé dans cette période difficile. Voilà, merci. On va passer un bon moment ensemble et je repasse la parole, si j'ai bien compris, à Guillaume pour la suite des opérations. Alors, plutôt à Chantal, peut-être. Chantal? Merci beaucoup, Merci bien. Axel. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce nouveau format inédit pour la section vaudoise du NOMES. Je suis ravie de cette soirée qui réunit le NOMES et Forhouse, deux organisations qui ont à cœur de débattre de la politique étrangère et de la politique européenne en particulier, avec des positionnements un petit peu différents, mais me semble-t-il quand même convergents. J'aimerais vous présenter Darius Farman. Alors malheureusement, je n'ai pas de caméra pour zoomer sur Darius Farman, mais vous le voyez à l'écran. Vous pouvez aussi faire avec la petite flèche, regarder qui nous réunit dans cette salle virtuelle. Darius Farman est un jeune chercheur lausannois qui est né en 1993. Il est diplômé en relations internationales et après un parcours de formation très cosmopolite et très européen, il travaille pour Avenir Suisse. Nous l'avons invité ce soir en tant que responsable pour Forhouse, donc le Forum de politique étrangère du pôle Europe et auteur d'un certain nombre de papiers, d'analyses et de positions. Avec lui, on va évoquer l'accord cadre, le fameux accord cadre, l'accord institutionnel, Rahmenabkommen, Insta, quand on est sur Twitter. Actuellement en cours, non pas de négociation, vous savez que la négociation formelle est terminée depuis 2 ans, mais en cours d'éclaircissement entre Berne et Bruxelles dans le plus grand secret, puisque le Conseil fédéral a dit qu'il avait une stratégie, mais il n'a pas voulu dévoiler laquelle pour ménager ses possibilités d'obtenir peut-être quelques ultimes concessions de la part des 27. Avant de passer la parole à Darius Farman, je vais brièvement la donner à Guillaume, qui est le co-modérateur de ce débat, Guillaume Kayser, membre du comité de la YES. La YES étant, pour ceux qui ne le sauraient pas ce soir, l'organisation des jeunes du NOMES. Merci Chantal. Merci Chantal. Bonjour, bonsoir aussi de ma part à tous.
De mon côté, c'était aussi pour faire un bref rappel aussi. Donc, le NOMES, bien sûr, tout comme l'AIS, ont aussi pris position par rapport à l'accord cadre, notamment pour le NOMES par une prise de position de 2 pages lors de la consultation formelle qui avait lieu l'année passée entre mars et juin. Et pour l'AIS, sur 3 sujets différents, avec 3 prises de position qui sont dans les 2 cas sur notre site web, sur l'accord cadre institutionnel, sur les mesures d'accompagnement et sur les aides d'État également. Donc tout ça, ça se trouve sur le web, tant pour le NOMES que pour l'AIS. Voilà. Et sans plus attendre, on peut commencer, du coup. Merci, merci Guillaume. Et je passe la parole enfin à notre hôte, en précisant encore une toute petite chose pour les participants, c'est que cette discussion via Zoom est enregistrée et qu'on la retrouvera sur YouTube via le site du NOMES. Alors Darius Farman, c'est à vous et encore merci de nous avoir rejoints pour cette discussion et ce format inédit. Et merci à vous, merci au NOMES-VO pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir pour discuter de politique européenne. Voilà, je ne me présente pas plus. Chantal Talks l'a très bien fait. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être commencer d'abord avec quelques brefs mots sur le Forhaus. Le Forhaus a été fondé en 2009. C'est le Forum suisse de politique étrangère. Il est actif dans toutes les grandes villes de Suisse et dispose dans ces villes en fait de groupes régionaux et dispose également au niveau national de 11 programmes thématiques qui couvrent tout le champ de la politique étrangère. Moi, je suis actif dans l'un de ces 11 programmes thématiques en tant que responsable, co-responsable avec d'autres personnes du programme Europe. Et nous avons également un programme dédié aux questions environnementales et de climat, une question sur les enjeux de genre dans la politique étrangère, ainsi de suite, ainsi de suite. Contrairement au NOMES et à l'AIS, le Forhaus n'a pas de position politique sur la question de l'accord cadre, la question de l'Union européenne en termes d'adhésion. Enfin, nous n'appelons pas à signer cet accord cadre ou à adhérer à l'Union européenne, mais nous nous engageons pour une politique étrangère constructive et nous avons traditionnellement une position justement une position pro-européenne, une position constructive vis-à-vis de l'Europe. Notre but, c'est de montrer justement avec de la recherche appliquée, de la recherche politique, que des solutions, il y en a et qu'on peut tout à fait trouver des solutions constructives en interne et avec nos partenaires pour aller de l'avant en matière de politique étrangère. Voilà, ça c'était juste pour un peu présenter un peu plus rapidement le Forhaus, mais maintenant passons au vif du sujet, à savoir nos relations avec l'Europe, avec l'Union européenne. Voilà, le dossier européen est très fréquemment la une des journaux. C'est un grand serpent de mer, un grand feuilleton depuis plusieurs années maintenant dans nos journaux. Parfois, il se fait un peu plus discret, comme ces derniers jours, mais enfin, on l'a vu par exemple avec la votation de septembre sur l'initiative de limitation, avant, pendant, après. C'est un débat très émotionnel qui polarise énormément, qui d'un coup s'empare comme une fièvre de tous les médias. Et pourtant, rien n'avance jamais. Tout se fait très lentement. Le Conseil fédéral a eu besoin de plusieurs semaines pour déterminer enfin sa position. Maintenant, elle a une position, mais elle n'est toujours pas allée à Bruxelles la défendre. Chantal Talks l'a mentionné, on ne connaît pas bien les grandes lignes, le détour en fait, les contours de cette stratégie. Ce qu'on constate de toute façon, c'est quand même un grand tendance au surplace ou à l'inertie et, disons-le, à la procrastination. C'est d'autant plus flagrant quand on regarde en 2019, après cette énième consultation complètement, d'ailleurs, ad hoc et très inhabituelle pour nos procédures suisses, le Conseil fédéral a décidé de mener une consultation sur les résultats de la négociation. Le Conseil fédéral a ensuite pris connaissance de cette consultation, des résultats de cette consultation, a écrit une lettre à la Commission européenne, c'était au président de l'époque, Jean-Claude Juncker,
En moins d'une semaine, la Commission européenne a répondu en disant « Ok, on prend note, on est prêt, on se tient à votre disposition, c'est quand vous voulez ». Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en novembre 2020. Cet échange de lettres a eu lieu, je crois, sauf erreur, en juin ou en juillet 2019. Donc, et le Conseil fédéral n'a pas encore répondu. La balle est toujours dans son camp. Donc, on voit à quel point cette tendance à l'inertie est vraiment, vraiment très ancrée. Donc, moi, là, je voulais vous proposer ce soir, surtout qu'au NOMES, je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre des vertus de cet accord cadre, mais je voulais plutôt un peu prendre, comme Axel Marion l'a mentionné, un peu le problème dans l'autre sens et dire, bon, ben, faisons cette expérience de pensée et si on faisait ça, en fait, si on faisait sans cet accord institutionnel, si on continuait comme maintenant, c'est-à-dire à juste, pas forcément avoir le courage, parce que même ça, le courage manque pour simplement décider que nous n'en voulons pas de cet accord et de dire simplement un non et d'en arrêter là, mais de continuer avec cette sorte de louvoiement, cette sorte de nage dans une sorte de limbe comme ça entre plusieurs options qui s'offrent à nous. Si on continuait comme ça, et vraiment la Suisse l'a prouvé en fait ces dernières années, elle est vraiment capable de continuer longtemps, très très longtemps, à louvoyer et à ne rien décider. Et du coup, c'était cette expérience un peu de pensée que je voulais vous faire avec vous maintenant, juste en quelques minutes. Alors, jouons aux apprentis sorciers, prenons nos boules de cristal. Qu'est-ce qui se passerait? L'Union européenne, on le sait, ou ça en tout cas, il faut vraiment le répéter, parce que c'est vrai que j'en continue à lire des bêtises de la part de certains acteurs. L'Union européenne dispose, c'est sa grande force, c'est sa plus grande fierté, d'un marché unique de près de 500 millions de consommateurs, dont beaucoup d'économies en fait voudraient avoir accès, voudraient, disons, voudraient commercer avec, dont la Suisse. Donc la Suisse en fait est demanderesse. La Suisse veut avoir accès à ce marché intérieur. Elle dépend, vous le savez, pour 60% de ses exportations vont vers l'Union européenne. L'Union européenne l'a dit tout simplement, voilà, c'est notre marché. Si vous voulez y participer, il faut respecter certaines règles qui sont les mêmes pour tout le monde au demeurant. Pour nous, c'est clair, cet accord constitutionnel fixe un peu ce cadre, ces règles du jeu de manière équitable. C'est votre droit souverain suisse en tant que pays, enfin, en tant que confédération, de ne pas souscrire à cet accord cadre, mais dans ce cas-là, nous, on refuse de signer, de conclure d'autres accords. Et c'est je ne suis même pas dans la prospective pour l'instant, je n'ai même pas encore commencé avec ça, on le constate, ça a déjà commencé. Beaucoup d'accords, en fait, ont été négociés déjà entre la Suisse et l'Union européenne, et ils sont terminés. Hein. Donc, c'est des accords, il y a la petite signature en bas du papier, ils attendent dans les tiroirs à Berne et à Bruxelles que l'histoire de l'accord cadre avance. Donc, il y a l'accord sur l'électricité, très important, mais il y a aussi d'autres accords parfois moins connus. Il y a un accord sur la santé publique dont on a pu un peu plus bénéficier cette année, hein, notamment la coopération en cas de maladie, comment on dit, communicable diseases, des maladies transmissibles, transfrontalières. Il y a également des coopérations en termes d'aliments aussi, de sécurité des aliments. Il y a un accord sur le GPS européen auquel la Suisse voudrait davantage collaborer, qui s'appelle Galileo, qui aussi là, l'accord est presque est prêt à être conclu d'un jour à l'autre. Il est juste bloqué parce que l'Union européenne estime qu'il faut d'abord une solution globale sur l'accord cadre. Voilà, donc disons maintenant, voilà, nous sommes en novembre 2020. Imaginons qu'à partir d'ici, plus rien ne bouge, plus rien n'avance. Alors, ce qui va d'abord se passer, c'est qu'en 2021, il y a le nouveau cycle budgétaire de l'Union européenne qui commence. L'Union européenne a un système un peu byzantin comme ça. Ils n'ont pas des budgets annuels, ils ont un budget sur 7 ans. Donc voilà, la prochaine période, c'est 2021 à 2027. Et en fait, tous les programmes, tous les grands fonds en fait, de l'Union européenne sont calqués sur cette période-là. Donc, début de l'année prochaine, les nouveaux programmes commencent, notamment un programme bien connu et bien apprécié en Suisse, le programme Horizon Europe, qui est le programme de cadre pour les financements pour la recherche. La Suisse bénéficie énormément de ces
ces programmes cadres, elle en bénéficie beaucoup plus que ce qu'elle verse, que ce qu'elle cotise à ce programme. Il n'a pas encore été confirmé officiellement, mais officieusement, on sait déjà, il est clair que la Suisse, en fait, va avoir un accès bien moindre à ce programme 4 que ce qu'elle a eu par le passé. Il y a en fait plusieurs cercles, une hiérarchie un petit peu dans les pays tiers qui ont accès à ces programmes. Et en fait, la Suisse, qui jusque-là bénéficiait de l'accès le plus large et presque un accès à égalité avec les États membres, comme le Liechtenstein, l'Islande ou la Norvège, va être rétrogradé à un niveau de pays comme Israël, donc des pays tiers qui sont pas forcément, qui sont partenaires, mais qui bénéficient pas d'autant d'avantages ou d'autant d'accès en fait aux fonds et puis aux possibilités qu'offre la coopération scientifique. Donc ça, c'est la première chose. Ça serait à partir de janvier 2021, on constaterait cette première étape. Ensuite, mai 2021. Qu'est-ce qui se profile? C'est un accord qui fait partie des accords bilatéraux 1, qui est l'accord sur les obstacles techniques au commerce. Cet accord est un accord dynamique qui en fait est mis à jour régulièrement pour garantir qu'à la Suisse ait toujours accès en fait au marché unique de l'Union européenne. Donc c'est juste en fait question d'harmoniser les normes ou de reconnaître les normes techniques des uns et des autres pour pouvoir commercer sans devoir homologuer les produits et en Suisse et dans l'Union européenne. Donc plusieurs fois. Cet accord est un accord du coup dynamique, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement et la prochaine mise à jour, c'est au printemps 2021 sur les appareils médicaux. Là, manque de bol, les appareils médicaux, c'est un secteur dans lequel la Suisse, en fait, l'industrie suisse est très active, un secteur très très juteux, on estime à 1 milliard, voire plus, en fait, les sommes en jeu et avec un risque important pour la Suisse, effectivement, que si l'Union européenne refuse maintenant de renouveler cet accord, et c'est son plein droit, c'est vraiment elle qui décide, et ça devient beaucoup plus difficile ou beaucoup plus cher, en tout cas, pour l'industrie suisse de la medtech, de ceux qui produisent ces appareils médicaux, d'exporter dans l'Union européenne. Ça signifiera probablement une relocalisation partielle, certains jobs, certaines parties du siège en fait, qui sont déplacées vers des filiales qui sont dans l'Union européenne pour pouvoir profiter de l'accès au marché. Encore une fois, sur cet accord, là, on connaît moins bien la date, mais ça sera plus tard en 2021 probablement. La prochaine section en fait, de cet accord qui devra être mis à jour, c'est la partie sur les machines. Et là encore, manque de bol, on touche un secteur économique suisse vraiment essentiel, hein, la machine-outil, et où là vraiment la fêtière de la machine-outil suisse même a déjà tiré la sonnette d'alarme et puis est vraiment une des associations fêtières les plus actives sur la question de l'accord cadre et montre à quel point pour eux c'est vraiment essentiel. C'est vraiment une question vitale d'un point de vue économique de pouvoir bénéficier de l'accès au marché unique. Voilà, donc entre les accords qui sont prêts mais qu'on ne peut pas signer, entre les accords existants mais qui petit à petit en fait s'effritent, hein, périclitent, et aussi entre les futurs accords qu'on pourrait potentiellement faire et que nous ne pourrons pas faire. Je ne sais pas, je pense par exemple à Erasmus, qui, depuis qu'on a été exclu d'Erasmus, nous n'avons toujours pas réintégré Erasmus. Je pense à un accord sur les services financiers qui serait notamment intéressant pour les grandes banques, peut-être même plus pour les assurances et la réassurance. C'est autant de possibilités en fait qui... ou bien par exemple, tout ce que je pense aussi, tout ce qui est marché unique numérique, tout ce qui concerne le digital, qui est aussi un énorme sujet actuellement dans l'Union européenne. Voilà, c'est pas forcément toujours des choses que l'on perd, mais c'est aussi beaucoup des opportunités manquées. Et ça, c'est toujours, dans le débat, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours parce que c'est très diffus, c'est dans l'avenir. Ça paraît vague, mais c'est aussi beaucoup de contraintes ou de corsets que la Suisse se met. Alors oui, la Suisse, on l'entend, on le dit, la Suisse peut tout à fait se diversifier. Elle l'a d'ailleurs fait ces 20 dernières années. Elle était beaucoup plus dépendante du marché unique il y a 20 ans qu'aujourd'hui. La Suisse peut chercher des nouveaux débouchés vers les marchés émergents, ceux qui comptent. Hein,
non seulement la Chine, mais l'Indonésie, avec lequel d'ailleurs on est en train de finaliser un accord de libre-échange, le Japon, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'expérience britannique depuis le Brexit le montre, c'est difficile. Enfin, il y a beaucoup de vœux pieux dans ce sens, mais c'est difficile. Et ceux parmi vous qui ont étudié un petit peu, qui ont un background en économie le savent. L'état de la recherche en économie montre que la distance joue un rôle. Que même si aujourd'hui les moyens de transport sont tels qu'on peut facilement commander, je peux commander voilà, n'importe quoi en Chine sur Alibaba, dans 3 semaines je l'ai ici, mais malgré tout il y a quand même une réalité qu'on commerce surtout avec ses voisins. Voilà, je ne vous fais pas tout le topo, vous le connaissez, la Suisse commerce plus avec le Bade-Württemberg, avec la Chine, etc. etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup. Mais de manière générale, on peut se diversifier, il faut le faire d'ailleurs. Hein, de manière générale, d'un point de vue de stratégie économique, c'est toujours une bonne chose de diversifier les risques, mais il faut aussi avoir conscience des limites en la matière. Voilà, je finirai peut-être avant d'ouvrir la discussion sur encore peut-être 2 points. Le premier point qui est important, c'est peut-être revenir sur des bases en fait de génie mécanique. Ça va très éloigner de la discussion maintenant, vous allez voir, pas du tout, mais qui ont vraiment l'air d'être complètement absents du débat en Suisse. En Suisse, on aime beaucoup la stabilité, on aime bien quand les choses sont voilà, prévisibles, ne bougent pas trop vite, voilà. On aime un peu la tranquillité, il y a une sorte d'éloge de la lenteur, comme ça, c'est très bien, c'est très joli. Mais ce qu'on a tendance à oublier, et ça il faut vraiment le rappeler, c'est que si on aime la stabilité, si on veut rester un peu là où on en est, il faut tenir compte de son environnement. Et si on se trouve au milieu d'un environnement dynamique, le fait de ne pas bouger, ça ne veut pas dire rester stable. Non, ça veut dire en fait décrocher, c'est-à-dire rester en arrière. Et du coup, si on veut rester stable, en fait, si on veut garder un peu, préserver sur nos acquis, je ne parle même pas d'acquérir de nouvelles choses, il faut simplement adapter la même vitesse en fait que son environnement autour. Et vraiment, ça c'est une pure question de physique. Hein. C'est une question que notre voie bilatérale est fondamentalement statique. Et en fait, elle se prête mal à un monde de plus en plus dynamique. Et surtout, et ça, c'est pas vu en Suisse, où on a toujours l'impression que l'Union européenne, c'est ce gros machin bureaucratique qui ne bouge pas, mais où l'Union européenne, en 10 ans, hein, regardons où l'Union européenne est en 2010 et où elle est aujourd'hui, c'est spectaculaire la vitesse à laquelle elle avance. Alors oui, bien sûr, il y a des frustrations, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, hein, il ne faut pas être naïf ou angélique. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi en fait, la vitesse à laquelle l'Union européenne met en place des nouvelles législations, alors qu'en Suisse, on a beaucoup de difficultés parfois à avancer. Hein. Je prends un exemple, on en citait beaucoup d'autres. Hein. Il a fallu 2 ans et demi, presque 3 ans, à la Suisse pour réviser sa loi sur la protection des données. Et, enfin, je dis 2-3 ans depuis le début du processus législatif, mais c'était la loi sur la protection des données n'a pas bougé depuis les années 90, en fait. Il n'y avait pas eu de révision depuis l'entrée dans l'ère des smartphones et de tout Internet. Et alors que justement l'Union européenne s'est vraiment distinguée, ça c'est peut-être une de ses success stories de ces dernières années, hein, il y a des histoires moins reluisantes, mais en créant vraiment un standard global qui a inspiré même les États-Unis sur la protection des données avec ce qu'on appelle le GDPR, le RGPD. Voilà. Je me suis un peu éloigné volontairement je ne voulais pas faire une présentation scolaire des recherches du Forhaus ou d'Avenir Suisse à ce sujet. Simplement pour vous dire, le Forhaus, lui, s'est beaucoup attaché à vraiment plonger un petit peu dans ces points problématiques, les points en suspens, notamment la protection salariale, sur lequel nous avons beaucoup écrit pour montrer que des solutions existent, des solutions qui répondent à la fois à la préoccupation suisse de garantir un niveau élevé de protection des salaires, et aussi en fait à la préoccupation européenne d'avoir des règles qui soient compatibles avec le droit européen. Et voilà, on pourra en parler plus dans la discussion, mais je voulais juste vous rendre attentif que je suis volontiers à votre disposition si vous voulez avoir plus de détails, mais en tout cas, ne vous laissez pas convaincre par ceux qui disent faussement que c'est blanc ou noir, que c'est soit nous, soit eux, et qu'il n'y a pas de solution qui existe ou de marge de manœuvre qui existe en la matière. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je me réjouis beaucoup d'échanger avec vous maintenant.
Merci beaucoup, Darius Farman. Alors, on va rester un tout petit peu dans le blanc et noir avant d'entrer dans les nuances. Vous nous avez décrit ce risque de décrochage dans un certain nombre de secteurs industriels qui sont importants pour la Suisse, la medtech, mais aussi l'industrie des machines. Mais en fait, je vais mettre une pseudo-casquette des opposants à l'accord cadre. Est-ce que, du point de vue de la recherche en politique étrangère, il n'y a pas aussi des avantages? Est-ce qu'on peut distinguer des avantages finalement à récuser, à abandonner cette voie bilatérale ou à la laisser pourrir lentement? Là, on fait un petit exercice de voilà, repositionnement intellectuel. Est-ce qu'il y aurait des avantages? L'avantage qui existe, c'est la souveraineté formelle. C'est cette idée que la Suisse décide pour elle-même et puis personne n'a son mot à dire. Alors, Je pense qu'on peut ouvrir les portes. Peut-être qu'il y a encore des gens qui vont nous rejoindre en cours de route, alors on pourra encore le rouvrir par après. Bien. Alors, j'admets tout le monde, hein. On n'a pas vu de cinquième colonne de l'UDC. C'est bon alors. J'admets tout le monde. Christophe B, non? Ce serait intéressant de l'avoir avec nous, cela dit. Bonjour à tous. Alors, les gens se connectent. Du coup, ça nous fait combien de personnes, Guillaume? Alors là, on est au total à 12 personnes dans le call. Au total, maintenant, pour l'instant. Peut-être pour vous, Monsieur Farman, on est vraiment sur un format qu'on n'a jamais utilisé encore, hein, ce type de conférence online au niveau du NOMESVO. Donc, voilà, on n'a pas trop d'indicateurs sur le taux de participation, le taux de réactivité des gens. on va voir tout ça. Mais je crois que 2020, c'est l'année où on a tous appris à, à innover, n'est-ce pas? Oui. Okay. Alors, bonjour bonsoir. aux premières personnes à distance. J'espère que tous ceux qui ont été admis dans la salle nous entendent. Si jamais il y a des petits soucis, regardez les icônes, enfin, dans la mesure où vous êtes familier de ce système de visioconférence Zoom. Avant d'introduire cette soirée, je vais céder la parole à Axel Marion, qui est le président de la section vaudoise du NOMES, pour un petit mot de bienvenue. Merci beaucoup, Chantal. Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. C'est un format évidemment inhabituel de faire une conférence du NOMESVO en ligne, mais voilà, la deuxième vague que l'on connaît tous nous oblige à quelques contorsions, mais on s'est dit qu'en même temps, vu l'actualité, vu la relance par le Conseil fédéral, enfin, pourrait-on dire, et timidement, du dossier de l'accord cadre, on ne pouvait pas laisser l'automne se passer sans rethématiser la chose, sans aborder le sujet, et on s'est dit que finalement, ça valait le coup de vous proposer ce moment d'échange en ligne, en précisant bien sûr que dès qu'on le pourra, on vous proposera, et on espère que ça viendra le plus vite possible, de nouveau des conférences en format classique. Et qui de mieux pour une conférence en ligne qu'un jeune chercheur qui s'est penché avec le laboratoire Forhaus sur ces questions et qui va nous entretenir sur un titre évidemment un petit peu provocateur, hein, l'accord cadre si on faisait 100. Sans doute que ce sera difficile de faire 100, mais c'est peut-être aussi une approche intéressante de réfléchir par l'opposé, par la provocation pour bien mesurer l'ampleur du défi qui est posé à la politique suisse et européenne, mais au fond, il ne faut pas se leurrer, c'est quand même nous, Suisses, qui sommes les plus demandeurs et les plus concernés par la conclusion de cet accord cadre. Eh bien, quel est le prix que l'on serait amené à payer si, malheureusement, ces discussions n'aboutissaient pas. Donc, je ne vais pas anticiper plus sur la conférence, je vais redonner la parole à Chantal Talks et Guillaume Kaiser pour introduire cette conférence. Vous remercier de votre présence et puis si on ne se revoit pas, ce sera sans doute le cas, en tout cas physiquement avant la fin de l'année, déjà, vous souhaitez à tous, malgré tout, j'insiste sur le malgré tout, de belles fêtes de fin d'année, que chacun puisse garder le moral et la santé dans cette période difficile. Voilà, merci, on va passer un bon moment ensemble et je repasse la parole, si j'ai bien compris, à Guillaume pour la suite des opérations.
Alors, plutôt à Chantal, peut-être. Chantal? Merci beaucoup, Merci bien. Axel. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accueillir dans ce nouveau format inédit pour la section vaudoise du NOMES. Je suis ravie de cette soirée qui réunit le NOMES et Forhouse, deux organisations qui ont à cœur de débattre de la politique étrangère et de la politique européenne en particulier, avec des positionnements un petit peu différents, mais me semble-t-il quand même convergents. J'aimerais vous présenter Darius Farman. Alors malheureusement, je n'ai pas de caméra pour zoomer sur Darius Farman, mais vous le voyez à l'écran. Vous pouvez aussi faire avec la petite flèche, regarder qui nous réunit dans cette salle virtuelle. Darius Farman est un jeune chercheur lausannois qui est né en 1993. Il est diplômé en relations internationales et après un parcours de formation très cosmopolite et très européen, il travaille pour Avenir Suisse. Nous l'avons invité ce soir en tant que responsable pour Forhouse, donc le Forum de politique étrangère du pôle Europe, et auteur d'un certain nombre de papiers, d'analyses et de positions. Avec lui, on va évoquer l'accord cadre, le fameux accord cadre, l'accord institutionnel, Rahmenabkommen, Insta, quand on est sur Twitter. Actuellement en cours, non pas de négociation, vous savez que la négociation formelle est terminée depuis 2 ans, mais en cours d'éclaircissement entre Berne et Bruxelles dans le plus grand secret, puisque le Conseil fédéral a dit qu'il avait une stratégie, mais il n'a pas voulu dévoiler laquelle pour ménager ses possibilités d'obtenir peut-être quelques ultimes concessions de la part des 27. Avant de passer la parole à Darius Farman, je vais brièvement la donner à Guillaume, qui est le co-modérateur de ce débat, Guillaume Kayser, membre du comité de la YES. La YES étant, pour ceux qui ne le sauraient pas ce soir, l'organisation des jeunes du NOMES. Merci Chantal. Merci Chantal. Bonsoir aussi de ma part à tous. De mon côté, c'était aussi pour faire un bref rappel aussi. Donc, le NOMES, bien sûr, tout comme l'AIS, ont aussi pris position par rapport à l'accord cadre, notamment pour le NOMES par une prise de position de 2 pages lors de la consultation formelle qui avait lieu l'année passée entre mars et juin. Et pour l'AIS, sur 3 sujets différents, avec 3 prises de position qui sont dans les 2 cas sur notre site web, sur l'accord cadre institutionnel, sur les mesures d'accompagnement et sur les aides d'État également. Donc, tout ça, ça se trouve sur le web, tant pour le NOMES que pour l'AIS. Voilà. Et sans plus attendre, on peut commencer, du coup. Merci, merci Guillaume. Et je passe la parole enfin à notre hôte, en précisant encore une toute petite chose pour les participants, c'est que cette discussion via Zoom est enregistrée et qu'on la retrouvera sur YouTube via le site du NOMES. Alors Darius Farman, c'est à vous et encore merci de nous avoir rejoints pour cette discussion et ce format inédit. Et merci à vous, merci au NOMES Vaud pour l'invitation. C'est un grand plaisir d'être ici parmi vous ce soir pour discuter de politique européenne. Voilà, je ne me présente pas plus. Chantal Toux l'a très bien fait. Merci beaucoup pour la présentation. Peut-être commencer d'abord avec quelques brefs mots sur le Forhouse. Le Forhouse a été fondé en 2009. C'est le Forum suisse de politique étrangère. Il est actif dans toutes les grandes villes de Suisse et dispose dans ces villes en fait de groupes régionaux et dispose également au niveau national de 11 programmes thématiques qui couvrent tout le champ de la politique étrangère. Moi, je suis actif dans l'un de ces 11 programmes thématiques en tant que responsable, co-responsable avec d'autres personnes du programme Europe. Et nous avons également un programme dédié aux questions environnementales et de climat, une question sur les enjeux de genre dans la politique étrangère, ainsi de suite, ainsi de suite.
contrairement au NOMES et à la YES, le Forhaus n'a pas de position politique sur la question de l'accord cadre, la question de l'Union européenne en termes d'adhésion. Enfin, nous n'appelons pas à signer cet accord cadre ou à adhérer à l'Union européenne, mais nous nous engageons pour une politique étrangère constructive et nous avons traditionnellement une position justement une position pro-européenne, une position constructive vis-à-vis de l'Europe. Notre but, c'est de montrer justement avec de la recherche appliquée, de la recherche politique, que des solutions, il y en a et qu'on peut tout à fait trouver des solutions constructives en interne et avec nos partenaires pour aller de l'avant en matière de politique étrangère. Voilà, ça c'était juste pour un peu présenter un peu plus rapidement le Forhaus, mais maintenant passons au vif du sujet, à savoir nos relations avec l'Europe, avec l'Union européenne. Voilà, le dossier européen est très fréquemment la une des journaux. C'est un grand serpent de mer, un grand feuilleton depuis plusieurs années maintenant dans nos journaux. Parfois, il se fait un peu plus discret, comme ces derniers jours, mais enfin, on l'a vu par exemple avec la votation de septembre sur l'initiative d'imitation, avant, pendant, après. C'est un débat très émotionnel qui polarise énormément, qui d'un coup s'empare comme une fièvre de tous les médias. Et pourtant, rien n'avance jamais. Tout se fait très lentement. Le Conseil fédéral a eu besoin de plusieurs semaines pour déterminer enfin sa position. Maintenant, elle a une position, mais elle n'est toujours pas allée à Bruxelles la défendre. Chantal Taux l'a mentionné, on ne connaît pas bien les grandes lignes, le détour en fait, les contours de cette stratégie. Ce qu'on constate de toute façon, c'est quand même un grand tendance au surplace ou à l'inertie et, disons-le, à la procrastination. C'est d'autant plus flagrant quand on regarde en 2019, après cette énième consultation complètement, d'ailleurs, ad hoc et très inhabituelle pour nos procédures suisses, le Conseil fédéral a décidé de mener une consultation sur les résultats de la négociation. Le Conseil fédéral a ensuite pris connaissance de cette consultation, des résultats de cette consultation, a écrit une lettre à la Commission européenne, c'était au président de l'époque, Jean-Claude Juncker. En moins d'une semaine, la Commission européenne a répondu en disant « Ok, on prend note, on est prêt, on se tient à votre disposition, c'est quand vous voulez ». Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes en novembre 2020. Cet échange de lettres a eu lieu, je crois, sauf erreur, en juin ou en juillet 2019. Donc, le Conseil fédéral n'a pas encore répondu. La balle est toujours dans son camp. Donc, on voit à quel point cette tendance à l'inertie est vraiment très ancrée. Donc, moi, je voulais vous proposer ce soir, surtout au NOMES, je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre des vertus de cet accord cadre, mais je voulais plutôt un peu prendre, comme Axel Marion l'a mentionné, un peu le problème dans l'autre sens et dire, bon, faisons cette expérience de pensée et si on faisait ça, en fait, si on faisait sans cet accord institutionnel, si on continuait comme maintenant, c'est-à-dire à juste, pas forcément avoir le courage, parce que même ça, le courage manque pour simplement décider que nous n'en voulons pas de cet accord et de dire simplement un non et d'en arrêter là, mais de continuer avec cette sorte de louvoiement, cette sorte de nage dans une sorte de limbe comme ça entre plusieurs options qui s'offrent à nous. Si on continuait comme ça, et vraiment la Suisse l'a prouvé en fait ces dernières années, elle est vraiment capable de continuer longtemps, très très longtemps, à louvoyer et à ne rien décider. Et du coup, c'était cette expérience un peu de pensée que je voulais vous faire avec vous maintenant, juste en quelques minutes. Alors, jouons aux apprentis sorciers, prenons nos boules de cristal. Qu'est-ce qui se passerait? L'Union européenne, on le sait, ou ça en tout cas, il faut vraiment le répéter, parce que c'est vrai que j'en continue à lire des bêtises de la part de certains acteurs. L'Union européenne dispose, c'est sa grande force, c'est sa plus grande fierté, d'un marché unique de près de 500 millions de consommateurs, dont beaucoup d'économies en fait voudraient avoir accès, voudraient, disons,
voudraient commercer avec, dont la Suisse. Donc la Suisse, en fait, est demanderesse. La Suisse veut avoir accès à ce marché intérieur. Elle dépend, vous le savez, pour 60% de ses exportations vont vers l'Union européenne. L'Union européenne l'a dit tout simplement, voilà, c'est notre marché. Si vous voulez y participer, il faut respecter certaines règles qui sont les mêmes pour tout le monde au demeurant. Pour nous, c'est clair, cet accord institutionnel fixe un peu ce cadre, ces règles du jeu de manière équitable. C'est votre droit souverain suisse en tant que pays, enfin, en tant que confédération, de ne pas souscrire à cet accord cadre, mais dans ce cas-là, nous, on refuse de signer, de conclure d'autres accords. Et c'est je ne suis même pas dans la prospective pour l'instant, je n'ai même pas encore commencé avec ça. On le constate, ça a déjà commencé. Beaucoup d'accords, en fait, ont été négociés déjà entre la Suisse et l'Union européenne et ils sont terminés. Hein. Donc, c'est des accords, il y a petite signature en bas du papier. Ils attendent dans les tiroirs à Berne et à Bruxelles que l'histoire de l'accord cadre avance. Donc, il y a l'accord sur l'électricité, très important, mais il y a aussi d'autres accords parfois moins connus. Il y a un accord sur la santé publique dont on a pu un peu plus bénéficier cette année, hein, notamment la coopération en cas de maladie, comment on dit, communicable diseases, des maladies transmissibles, transfrontalières. Il y a également des coopérations en termes d'aliments aussi, de sécurité des aliments. Il y a un accord sur le GPS européen auquel la Suisse voudrait davantage collaborer, qui s'appelle Galileo, qui aussi là, l'accord est presque est prêt à être conclu d'un jour à l'autre. Il est juste bloqué parce que l'Union européenne estime qu'il faut d'abord une solution globale sur l'accord cadre. Voilà, donc disons maintenant, voilà, nous sommes en novembre 2020. Imaginons qu'à partir d'ici, plus rien ne bouge, plus rien n'avance. Alors, ce qui va d'abord se passer, c'est qu'en 2021, il y a le nouveau cycle budgétaire de l'Union européenne qui commence. L'Union européenne a un système un peu byzantin comme ça. Ils n'ont pas des budgets annuels, ils ont un budget sur 7 ans. Donc voilà, la prochaine période, c'est 2021 à 2027. Et en fait, tous les programmes, tous les grands fonds en fait, de l'Union européenne sont calqués sur cette période-là. Donc, début de l'année prochaine, les nouveaux programmes commencent, notamment un programme bien connu et bien apprécié en Suisse, le programme Horizon Europe, qui est le programme de cadre pour les financements pour la recherche. La Suisse bénéficie énormément de ces programmes cadres. Elle en bénéficie beaucoup plus que ce qu'elle verse, que ce qu'elle cotise à ce programme. Il n'a pas encore été confirmé officiellement, mais officieusement, on sait déjà, il est clair que la Suisse, en fait, va avoir un accès bien moindre à ce programme 4 que ce qu'elle a eu par le passé. Il y a en fait plusieurs cercles, une hiérarchie un petit peu dans les pays tiers qui ont accès à ces programmes. Et en fait, la Suisse, qui jusque-là bénéficiait de l'accès le plus large et presque un accès à égalité avec les États membres, comme le Liechtenstein, l'Islande ou la Norvège, va être rétrogradée à un niveau de pays comme Israël, donc des pays tiers qui sont partenaires, mais qui ne bénéficient pas d'autant d'avantages ou d'autant d'accès en fait aux fonds et puis aux possibilités qu'offre la coopération scientifique. Donc ça, c'est la première chose. Ça serait à partir de janvier 2021, on constaterait cette première étape. Ensuite, mai 2021. Qu'est-ce qui se profile? C'est un accord qui fait partie des accords bilatéraux 1, qui est l'accord sur les obstacles techniques au commerce. Cet accord est un accord dynamique qui en fait est mis à jour régulièrement pour garantir qu'à la Suisse ait toujours accès en fait au marché unique de l'Union européenne. Donc c'est juste en fait question d'harmoniser les normes ou de reconnaître les normes techniques des uns et des autres pour pouvoir commercer sans devoir homologuer les produits et en Suisse et dans l'Union européenne. Donc plusieurs fois. Cet accord est un accord du coup dynamique, il faut qu'il soit mis à jour régulièrement. Et la prochaine mise à jour, c'est au printemps 2021 sur les appareils médicaux. Là, manque de bol, les appareils médicaux, c'est un secteur dans lequel la Suisse, en fait, l'industrie suisse est très active, un secteur très très juteux. On estime à 1 milliard, voire plus, en fait, les sommes en jeu et avec un risque important pour la Suisse, effectivement, que si l'Union européenne refuse maintenant de renouveler
cet accord et c'est son plein droit, c'est vraiment elle qui décide et ça devient beaucoup plus difficile ou beaucoup plus cher en tout cas pour l'industrie suisse de la medtech, de ceux qui produisent ces appareils médicaux, d'exporter dans l'Union européenne. Ça signifiera probablement une relocalisation partielle, certains jobs, certaines parties du siège en fait, qui sont déplacées vers des filiales qui sont dans l'Union européenne pour pouvoir profiter de l'accès au marché. Encore une fois, sur cet accord, là, on connaît moins bien la date, mais ça sera plus tard en 2021 probablement. La prochaine section en fait, de cet accord qui devra être mis à jour, c'est la partie sur les machines. Et là encore, manque de bol, on touche un secteur économique suisse vraiment essentiel, hein, la machine-outil, et où là, vraiment, la fêtière de la machine-outil suisse même a déjà tiré la sonnette d'alarme et puis est vraiment une des associations fêtières les plus actives sur la question de l'accord cadre et montre à quel point pour eux c'est vraiment essentiel. C'est vraiment une question vitale d'un point de vue économique de pouvoir bénéficier de l'accès au marché unique. Voilà, donc entre les accords qui sont prêts mais qu'on ne peut pas signer, entre les accords existants mais qui petit à petit en fait s'effritent, hein, périclitent, et aussi entre les futurs accords qu'on pourrait potentiellement faire et que nous ne pourrons pas faire. Je ne sais pas, je pense par exemple à Erasmus, depuis qu'on a été exclu d'Erasmus, nous n'avons toujours pas réintégré Erasmus. Je pense à un accord sur les services financiers qui serait notamment intéressant pour les grandes banques, peut-être même plus pour les assurances et la réassurance. C'est autant de possibilités en fait qui... ou bien par exemple, tout ce que je pense aussi, tout ce qui est marché unique numérique, tout ce qui concerne le digital, qui est aussi un énorme sujet actuellement dans l'Union européenne. Voilà, c'est pas forcément toujours des choses que l'on perd, mais c'est aussi beaucoup des opportunités manquées. Et ça, c'est toujours, dans le débat, c'est quelque chose qu'on ne voit pas toujours parce que c'est très diffus, c'est dans l'avenir. Ça paraît vague, mais c'est aussi beaucoup de contraintes ou de corsets que la Suisse se met. Alors oui, la Suisse, on l'entend, on le dit, la Suisse peut tout à fait se diversifier. Elle l'a d'ailleurs fait ces 20 dernières années. Elle était beaucoup plus dépendante du marché unique il y a 20 ans qu'aujourd'hui. La Suisse peut chercher des nouveaux débouchés vers les marchés émergents, ceux qui comptent, hein, non seulement la Chine, mais l'Indonésie, avec lequel d'ailleurs on est en train de finaliser un accord de libre-échange, le Japon, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'expérience britannique depuis le Brexit le montre, c'est difficile. Enfin, il y a beaucoup de vœux pieux dans ce sens, mais c'est difficile. Et ceux parmi vous qui ont étudié un petit peu, qui ont background en économie le savent, l'état de la recherche en économie montre que la distance joue un rôle. Que même si aujourd'hui les moyens de transport sont tels qu'on peut facilement commander, je peux commander n'importe quoi en Chine sur Alibaba, dans 3 semaines je l'ai ici, mais malgré tout il y a quand même une réalité qu'on commerce surtout avec ses voisins. Voilà, je ne vous fais pas tout le topo, vous le connaissez, la Suisse commerce plus avec le Bade-Württemberg, avec la Chine, etc. etc. Enfin, c'est quelque chose qu'on répète beaucoup. Mais de manière générale, on peut se diversifier, il faut le faire d'ailleurs. Hein, de manière générale, d'un point de vue de stratégie économique, c'est toujours une bonne chose de diversifier les risques, mais il faut aussi avoir conscience des limites en la matière. Voilà, je finirai peut-être avant d'ouvrir la discussion sur encore peut-être 2 points. Le premier point qui est important, c'est peut-être revenir sur des bases en fait de génie mécanique. Ça va très éloigné de la discussion maintenant, vous allez voir, pas du tout, mais qui ont vraiment l'air d'être complètement absents du débat en Suisse. En Suisse, on aime beaucoup la stabilité, on aime bien quand les choses sont prévisibles, ne bougent pas trop vite, on aime un peu la tranquillité, il y a une sorte d'éloge de la lenteur, comme ça, c'est très bien, c'est très joli. Mais ce qu'on a tendance à oublier, et ça il faut vraiment le rappeler, c'est que si on aime la stabilité, si on veut rester un peu là où on en est, il faut tenir compte de son environnement. Et si on se trouve au milieu d'un environnement dynamique, le fait de ne pas bouger, ça ne veut pas dire rester stable, non, ça veut dire en fait décrocher, c'est-à-dire rester en arrière.
Et du coup, si on veut rester stable, en fait, si on veut garder un peu, préserver sur nos acquis, je ne parle même pas d'acquérir de nouvelles choses, il faut simplement adapter la même vitesse en fait que son environnement autour. Et vraiment, ça c'est une pure question de physique. Hein. C'est une question que notre voie bilatérale est fondamentalement statique. Et en fait, elle se prête mal à un monde de plus en plus dynamique. Et surtout, et ça, c'est pas vu en Suisse, où on a toujours l'impression que l'Union européenne, c'est ce gros machin bureaucratique qui ne bouge pas, mais où l'Union européenne, en 10 ans, hein, regardons où l'Union européenne est en 2010 et où elle est aujourd'hui, c'est spectaculaire la vitesse à laquelle elle avance. Alors oui, bien sûr, il y a des frustrations, il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas, hein, il ne faut pas être naïf ou angélique. Mais ce qui est impressionnant, c'est de voir aussi en fait la vitesse à laquelle l'Union européenne met en place des nouvelles législations, alors qu'en Suisse, on a beaucoup de difficultés parfois à avancer. Hein. Je prends un exemple, on citait beaucoup d'autres. Hein. Il a fallu 2 ans et demi, presque 3 ans, à la Suisse pour réviser sa loi sur la protection des données. Et enfin, je dis 2-3 ans depuis le début du processus législatif, mais c'était la loi sur la protection des données n'a pas bougé depuis les années 90 en fait. Il n'y avait pas eu de révision depuis l'entrée dans l'ère des smartphones et de tout Internet. Et alors que justement l'Union européenne s'est vraiment distinguée, ça c'est peut-être une de ses success stories de ces dernières années, hein, il y a des histoires moins reluisantes, mais en créant vraiment un standard global qui a inspiré même les États-Unis sur la protection des données avec ce qu'on appelle le GDPR, le RGPD. Voilà. Je me suis un peu éloigné volontairement je ne voulais pas faire une présentation scolaire des recherches du Forhaus ou d'Avenir Suisse à ce sujet. Simplement pour vous dire, le Forhaus, lui, s'est beaucoup attaché à vraiment plonger un petit peu dans ces points problématiques, les points en suspens, notamment la protection salariale, sur lequel nous avons beaucoup écrit pour montrer que des solutions existent, des solutions qui répondent à la fois à la préoccupation suisse de garantir un niveau élevé de protection des salaires, et aussi en fait à la préoccupation européenne d'avoir des règles qui soient compatibles avec le droit européen. Et voilà, on pourra en parler plus dans la discussion, mais je voulais juste vous rendre attentif que je suis volontiers à votre disposition si vous voulez avoir plus de détails, mais en tout cas, ne vous laissez pas convaincre par ceux qui disent faussement que c'est blanc ou noir, que c'est soit nous, soit eux, et qu'il n'y a pas de solution qui existe ou de marge de manœuvre qui existe en la matière. Voilà, merci beaucoup de votre attention. Je me réjouis beaucoup d'échanger avec vous maintenant. Merci beaucoup, Darius Farman. Alors, on va rester un tout petit peu dans le blanc et noir avant d'entrer dans les nuances. Vous nous avez décrit ce risque de décrochage dans un certain nombre de secteurs industriels qui sont importants pour la Suisse, la medtech, mais aussi l'industrie des machines. Mais en fait, je vais mettre une pseudo-casquette des opposants à l'accord cadre. Est-ce que, du point de vue de la recherche en politique étrangère, il n'y a pas aussi des avantages? Est-ce qu'on peut distinguer des avantages finalement à récuser, à abandonner cette voie bilatérale ou à la laisser pourrir lentement? Là, on fait un petit exercice de voilà, repositionnement intellectuel. Est-ce qu'il y aurait des avantages? L'avantage qui existe, c'est la souveraineté formelle. C'est cette idée que la Suisse décide pour elle-même et puis personne n'a son mot à dire. T'es beau, toi. Et je pense que il faut quand même le dire. Et ça, c'est vrai que parfois le Conseil fédéral a vraiment voulu minimiser cet accord institutionnel en le présentant comme un simple accord d'accès au marché. Alors qu'il y a quand même une dimension très politique là-dedans. Et je vois que nous commençons à nous faire envahir par des forces magnifiques. Salut gros PD de tes morts. Oh là là, Et puis... ferme ta chatte. J'attends un instant. Ferme ta gueule PD, ferme ta gueule. Je crois qu'il y a des trollers qui nous ont envahis là. Oui, je pense aussi. Je mets tout le monde en muet. Non, mets-nous en muet, t'es mort, gros chien de la case.
Oui, alors là, j'ai mis tout le monde en muet. Je réactive juste. Chantal et Darius, vous avez réactivé au micro? Activé. Oui. Oui. Chantal aussi. Ok, alors voilà, ceux qui veulent poser des questions lèveront la main. Il faudra mettre les caméras, mais on ne va pas se laisser troller. On va essayer de continuer cette discussion avec Darius Farmont. Très bien. Darius, Oui, je vous laisse la souveraineté formelle. Exactement. Ouais, c'est quelque chose que j'ai déjà vu. Effectivement, ça arrive avec les Zooms publics, malheureusement. Oui, et donc ça, je pense qu'il faut quand même le reconnaître qu'on rentre avec la constitutionnelle dans une logique quand même politique où il nous faudra reprendre parfois certaines dispositions de droit européen, en fait. Et bien sûr, ce n'est pas la même chose, et je pense que vous, au NOMES et au YES, c'est quelque chose auquel vous êtes sensible. Ce n'est pas du tout le même statut qu'être membre, et en tant que membre, on peut voter en fait sur les prises de décision. Là, il y a clairement une dimension dans cet accord où il faudra effectivement parfois reprendre des choses sur lesquelles nous n'avons pas forcément pu voter. Alors, il y a toujours la possibilité de s'exprimer, et ça, c'est important de le rappeler. Après, il ne faut pas non plus exagérer cela. Ceux qui vraiment prônent la souveraineté formelle à tout prix, souvent ignorent enfin, veulent volontairement ignorer le fait qu'aujourd'hui déjà, Aujourd'hui, déjà, la Suisse reprend énormément de droits européens et n'a pas son mot à dire dessus. Et que la Cour constitutionnelle, au contraire, offre beaucoup plus de sécurité juridique ou disons exactement, beaucoup plus de sécurité juridique ou d'atouts à la Suisse pour pouvoir gérer ça. Donc ça, c'est une chose. L'autre, vraiment, c'est davantage le fait qu'en Suisse, il faudra se remettre en question sur certaines choses. Les aides d'État, par exemple, enfin, voilà, après la discussion devient vite très technique, je vais m'éviter de trop m'attarder sur des détails, mais que ce soit sur la protection salariale, les aides techniques, ça implique des adaptations en Suisse, mais chaque fois, c'est des adaptations plus sur la forme, sur la manière dont la Suisse fait des choses, plutôt que sur le fond de ce que la Suisse veut faire. Ça, c'est vraiment un peu la grande conclusion du Forhaus, que ce soit les aides d'État ou la protection salariale, c'est que la Suisse doit adapter un petit peu sa manière de fonctionner. Les cantons, pas mal, par exemple, pour les aides d'État, doivent changer certaines choses. Les mesures d'accompagnement doivent être adaptées. Les processus que mènent les partenaires sociaux et les inspecteurs de travail, par exemple, doivent changer. Mais voilà, est-ce que c'est insurmontable ou est-ce que c'est juste un désagrément pour ensuite avoir accès à une meilleure coopération avec l'Union européenne? C'est un petit peu la question que je vous pose. Merci Darius. Alors je vois qu'il y avait une question de Michel Vicky. Oui, Michel Vicky, on le connaît, ce n'est pas un troll. Il est membre du comité du NOMES Vaud. Donc je propose qu'on lui donne la parole et pour qu'il pose sa question à Darius Farmont. Oui, merci. Ah oui, du coup, on donne la parole à Michel Vicky ou je réponds à la question écrite? Michel, tu arrives à prendre la parole? On peut lui donner la parole ou bien Oui, alors Michel, Vicky, activé, oui. Ah, mais comme c'est gentil, Guillaume. Merci. Bonjour, Darius. Bonjour, Michel. Tu vas bien? Oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait très longtemps. Je me réjouis et je me délecte de tes propos. Je te remercie pour tout ça. Darius, la question que je me posais, est-ce que tu ne penses pas finalement que notre population ou la Suisse finalement se complaît un peu dans sa torpeur et j'ai l'impression que nous sommes un peu comme des langoustes dans une casserole d'eau chaude qu'on fait chauffer tranquillement et qu'on ne se rend pas compte en fait du danger qui est devant nous, de la perte de contrôle, de la perte de l'accès, de la perte de la maîtrise de non pas de notre pays, mais de notre environnement dans lequel on évolue et dont on dépend.
Oui, je partage tout à fait ta métaphore là, de la grenouille dans la casserole là, d'eau qui bout lentement et on se rend pas compte. Hein. C'est exactement ce que je disais. Il y a c'est des tendances de long terme, hein, ces opportunités manquées, ces risques croissants. Ça, c'est vraiment deux dimensions importantes. Et, mais ouais, c'est quelque chose comment dire, qui est difficile à rendre compte aussi dans les cycles médiatiques qu'on connaît aujourd'hui, dans les cycles politiques qui sont beaucoup plus à court terme, et vraiment dans l'immédiateté, les mesures ou les, les- les effets spectaculaires, disons. Mais enfin, Oui, les premiers concernés, me semble-t-il, c'est vous bah, tu connais un petit peu mon âge, quoi. Moi, ma carrière, elle est derrière moi, et puis voilà. C'est un petit peu le cas de la plupart des gens au NOMES aussi qui sont là. Et moi, je me dis, mais vous les jeunes, quoi, vous qui devez vous construire un avenir, euh, est-ce qu'il ne serait pas temps de réagir et puis de prendre ce destin en main? oui, mais après, en même temps, l'électrochoc, ça dépend aussi de qui il vient. Si l'électrochoc vient de l'interne, effectivement, ça vient de gens en Suisse, ça peut avoir un effet positif. Ce qu'on constate, par contre, c'est qu'un électrochoc donné par l'Union européenne a essayé un moment, s'est dit, bon, la carotte marche pas, on va tenter le bâton. Il y a eu tout ce feuilleton avec l'équivalence boursière, là, qui n'a pas été renouvelé pour la Suisse. Résultat, ce que ça fait, c'est que ça n'a pas eu beaucoup d'effets. Ça a surtout contribué en Suisse un petit peu je dirais que ça a plus abîmé le débat en Suisse, abîmé la confiance en Suisse, ou bien alimenter la méfiance et la confiance par rapport pardon, alimenter la méfiance vis-à-vis d'une Européenne un petit peu bully comme ça, qui impose les choses par la force. Donc ça, je trouve, quand ça vient de l'Union européenne en termes d'électrochoc, je trouve ça clairement contre-productif. Je pense que ça, en Suisse, surtout en termes du Geist suisse, hein, un peu cette fierté suisse, on n'acceptera jamais de signer quelque chose avec un couteau sous la gorge. Et je trouve ça aussi normal quelque part. Est-ce Si que je tu... peux Oui, alors prolonger la vas-y. question de Michel. J'aimerais en fait aussi votre avis, Darius, sur finalement ce qui se passe au niveau européen avec le Green New Deal, qui est quand même, voilà, on va réorienter un certain nombre de budgets pour la transition énergétique, pour lutter contre les effets du réchauffement climatique. Et on a eu en Suisse quand même une grande mobilisation de la jeunesse sur ces objectifs-là. Ça a influencé le résultat des élections fédérales. Donc, est-ce que vous, à Forhaus, vous avez déjà un peu investigué ce que, disons, le raccrochement du wagonnet suisse au Green New Deal pourrait rapporter à la Suisse et pourrait, comment dire aussi, peut-être, voilà, ouvrir un peu les consciences. Oui, et effectivement, ce Green Deal a été largement diffusé en Suisse, a aussi alimenté les discussions, ce que je trouve positif, parce que ce n'est pas toujours le cas que l'action de l'Union européenne, en fait, enfin que l'Union européenne fait de nombreuses choses, mais très souvent, en fait, l'information n'arrive simplement pas à nos oreilles ici en Suisse. Ça n'a pas été le cas pour le Green Deal. Oui, le Forhaus a fait dans sa dernière publication qui est sortie en septembre de cette année. Nous, justement, nous avons en fait évalué l'état de la coopération dans 5 domaines entre la Suisse et l'Union européenne. Nous avons regardé en fait les possibilités qui s'offraient pour approfondir ou améliorer cette coopération. L'environnement était un des 5 sujets. Les autres sujets, c'était l'électricité, la santé, il y avait également la recherche et les télécommunications, pour finir. Je vous mettrai le lien dans le chat de notre Zoom après, pour ceux que ça intéresse. La plus grande partie de la publication est malheureusement dans la langue de Goethe, mais enfin voilà, c'est la Suisse. Il faudra, si une partie qui vous intéresse, il y a toujours la possibilité de me demander, je peux donner plus d'informations. Le chapitre sur l'environnement, justement, regarde un peu l'état de la coopération et montre que la Suisse, en fait, peut-être la Suisse peut participer à son échelle au Green Deal.
après, ce qui est intéressant, c'est que le Green Deal aussi peut mener à une situation où des nouvelles normes environnementales sont mises en place pour l'industrie. Et si la Suisse, en fait, n'est pas attentive ou ne suit pas ça de près ou ne reprend pas ces règles, elle peut aussi, à l'avenir, peut-être perdre un accès au marché. Si l'Union européenne commence à développer un système dans lequel il faut respecter un minimum de règles environnementales pour pouvoir exporter dans son marché. Donc, Green Deal, opportunité, mais aussi risque. Et ça, de nouveau, en Suisse, ce n'est pas un sujet qui... Voilà. Juste... Non, exactement, non. C'était ce que je voulais dire. Je vais juste partager cette publication maintenant. On a une question, peut-être Guillaume, on peut donner le micro à Paul Racantia à propos des travailleurs détachés. Oui, tout à fait, oui. Bonjour. Vous devriez avoir... Oui, bonsoir. Oui, merci de m'avoir donné la parole. Salut Darius. J'aurais une question. Là, je reviens un peu quand il y a eu l'initiative de limitation. On a beaucoup défendu par rapport au travail, à la loi sur des travailleurs détachés. Puis c'est là qu'on a la possibilité d'introduire des mesures d'accompagnement, si tu corriges si je me trompe, hein. Mais avec l'accord cadre, qu'est-ce qui va changer en fait réellement par rapport à cette possibilité d'encadrement que les cantons ils ont? C'est toute une série de mesures dans ces mesures d'accompagnement, toute une série de mesures. Certaines ne posent pas du tout de problème, d'autres sont un peu plus problématiques. La principale qui pose un peu problème pour les syndicats, c'est le fait que dans le système actuel, une entreprise allemande qui envoie par exemple des constructeurs, des ouvriers en Suisse, donc les travailleurs détachés, cette entreprise doit payer une caution. Et en fait, toutes les entreprises qui envoient du personnel en Suisse doivent payer une caution. Et en fait, l'idée, c'est que s'il y a un contrôle et qu'en fait, ils ont pas été réglo, en fait, on puisse directement déduire l'argent de cette caution. Et ça, en fait, dans l'Union européenne, c'est illégal. On ne peut pas demander une caution à toutes les entreprises parce que c'est un peu une présomption de culpabilité dans la logique de l'Union européenne. Dans la logique, c'est que demander à toutes les entreprises de payer une caution, ce n'est pas du tout proportionné pour eux. Eux, ce qu'ils préfèrent, c'est qu'on puisse faire des contrôles et si on voit qu'une entreprise n'a pas été réglo parce qu'on a des ouvriers sur un chantier qui sont payés à des salaires contraires à la dignité humaine ou aux règles en vigueur, s'il y a des CCT dans certains domaines, l'Union européenne voudrait ensuite que à ce moment-là, en fait, la Suisse, par exemple, recourt à un système qu'ils ont mis en place, un système d'entraide judiciaire et administrative entre les pays, et que ce soit ensuite l'Allemagne, dans l'exemple que j'ai donné, qui, elle, en fait, prononce et récupère l'amende, quoi. Mais ça, c'est un système qui vient d'être lancé il y a 2-3 années, c'est assez récent, on ne sait pas bien s'il fonctionne ou pas. Il y a aussi un petit peu des préjugés que voilà, peut-être l'Allemagne, ça marchera, mais si c'est genre la Pologne, est-ce que la Pologne va vraiment être très motivée à poursuivre ses travailleurs détachés? Enfin bref. Et aussi le fait que même si on punit une entreprise de travailleurs détachés, très souvent en fait dans ce domaine, ce qui arrive, c'est qu'il y a des entreprises boîtes aux lettres qui d'un jour à l'autre, elles changent de nom et elles changent de raison sociale. Et du coup, en fait, c'est très difficile à empêcher une entreprise de revenir en Suisse, même si on détecte les mauvais, en fait, les mauvais élèves. Donc vraiment, ce qui fait peur aux syndicats, c'est l'idée que les mesures ne soient pas assez restrictives ou pas assez dissuasives en fait, pour empêcher le dumping salarial dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Faites signe, mettez un petit mot. Il y a une question de Michel de nouveau. Peut-être qu'on te donne la parole, Michel, pour la poser. Je crois qu'il y a aussi une question de... Quelle est la perception des jeunes en Europe vis-à-vis de l'Union européenne? C'est ça la question. Quelle est la perception des jeunes en Europe vis-à-vis de l'Union européenne? Pour ça, je pense que Guillaume, toi, à la YES, en étant en contact avec les autres organisations de la GEF, peut-être tu pourras mieux répondre à cette question que moi. Enfin, je te laisse volontiers Merci. Alors, c'est vrai que bon, alors, les jeunes européens fédéralistes, la GEF, dont la YES fait aussi partie comme organisation de jeunesse pro-européenne, bien sûr, ce sont des gens qui sont très convaincus de l'Union européenne. Donc, c'est peut-être pas le meilleur véhicule, mais je pense que dans l'Union européenne,
les gens voient les opportunités, ils voient aussi les difficultés, mais comme ils sont déjà dedans, c'est plutôt le travail pour comment perfectionner et améliorer, en fait. Et on n'est pas dans le débat, en fait, est-ce qu'on doit adhérer ou pas, ou est-ce qu'on doit sortir ou pas, à part au Royaume-Uni, effectivement, où là, il y a le Brexit qui est en cours. Donc là, le débat auprès de la jeunesse doit être fondamentalement différent que dans les pays où ce débat-là ne se pose pas, puisque les États sont membres depuis longtemps, et que le taux d'adhésion ou de sentiment d'appartenance à l'Union européenne est quand même assez élevé. On a vu, il y a un sondage qui est sorti récemment, que dans tous les pays, c'est au-dessus de 60% dans l'Union européenne, sauf en Italie où c'est 58% de gens qui avaient une opinion favorable ou très favorable de l'Union européenne. Donc, il y a a priori aucun pays où il y a vraiment une tendance anti-européenne de fond en Europe. Et je pense que la jeunesse est sans doute en proportion aussi de ces résultats globaux pour les pays. Voilà. Alors, c'est magnifique qu'on a d'autres questions qui viennent, notamment Darius, je pense que vous pouvez aussi en prendre connaissance sur la droite. Oui. Il y a une pétition pour demander le retour du programme européen de mobilité Erasmus+. Le Parlement a demandé une reprise de ces négociations. Je crois que M. Parmelin rechigne un peu. Est-ce qu'un rejet de l'accord cadre, est-ce que si l'accord cadre est bloqué, ça sera impossible de reprendre ces négociations? Je n'ai pas une réponse définitive ou claire à cette question parce que jusqu'à maintenant, la Suisse n'a pas du tout manifesté d'intérêt à réintégrer Erasmus+, pour une simple raison de sous. Ils ont réalisé, après avoir été exclus, ils ont mis en place leur propre programme qui s'appelle SEMP. J'étais la première année à pouvoir en bénéficier. Pour moi, heureusement, ça a marché. Ça n'a pas toujours bien marché pour tout le monde. Mais en gros, ils ont réalisé que ça coûtait moins cher de le faire eux-mêmes qu'en fait de verser de l'argent à la Commission européenne pour que la Commission, elle, ensuite gère ça. Après, ce n'est pas la même chose. Hein. L'Erasmus+, c'est très, très large. Ça implique aussi des jeunes professionnels. Ça peut impliquer des apprentis. Alors qu'en Suisse, c'est surtout il y a un petit peu pour les apprentis maintenant, c'est tout nouveau, mais c'est surtout la mobilité universitaire qui est un peu mise en avant. C'est pas un accord vraiment commercial. On a un accord bilatéral dessus qui existe. Hein, c'est dans les bilatérales 2, si je ne me trompe pas. J'ignore en fait dans quelle mesure, d'un point de vue juridique, si l'Union européenne est obligée aux contraintes en fait de réintégrer pleinement la Suisse ou pas. En l'espèce, vu que la Suisse serait contributrice nette, peut-être l'Union européenne là, aurait un intérêt à reprendre la Suisse, parce que la Suisse pourrait quand même contribuer financièrement de manière assez importante au fond. Voilà. Mais effectivement, je ne peux pas dire à quel point, tout est très politique hein, souvent, donc je ne peux pas dire à quel point la Commission européenne va vraiment va aussi bloquer cela. Mais pour cela, d'abord, il faudrait que la Suisse veuille faire une demande. Elle ne l'a pas fait pour l'instant. Ouais. C'est une vieille tradition de la Suisse de signer des chèques quand elle est très embarrassée diplomatiquement. Je passe à la question suivante de Lucas Schneeberger qui nous demande si les paiements directs accordés aux agriculteurs seraient assimilés à des aides d'État et seraient limités par l'accord cadre tel qu'on le connaît, tel qu'on connaît son contenu. Oui. Bon, il faut déjà faire une première distinction qui est vraiment importante, c'est que si on adopte, si on conclut l'accord cadre, les règles sur les aides d'État s'appliqueront au tout début seulement dans un domaine dans lequel ils sont déjà appliqués aujourd'hui, c'est le transport aérien. Ça, il faut le rappeler. Par la suite, l'idée, c'est qu'il s'applique aussi aux futurs accords commerciaux que la Suisse et l'Union européenne vont conclure. Donc, ça sera le cas notamment pour l'électricité, où là, très clairement, il y aura quelque chose. Et aussi sur un projet de moderniser l'accord de libre-échange, où là, il y aura plus d'implications, en effet, sur les subventions à l'industrie ou aux entreprises suisses, ou parfois des subventions parfois indirectes, comme des mesures fiscales un peu trop avantageuses ou un peu trop discriminatoire. Donc l'agriculture n'est pas concernée en tant que telle et n'a pas vocation à l'être dans un premier temps. Donc dans l'Union européenne, la question ne se pose pas parce que ce n'est pas les États membres qui eux-mêmes qui financent, qui mènent une politique agricole de soutien agricole, mais c'est directement l'Union européenne. C'est une des premières choses à l'époque, pour des raisons historiques, ça a été
communautarisé. Et en fait, c'est un petit peu l'ironie ou un peu, comment dire, l'hypocrisie du système des aides d'État, c'est que ce que les États européens subventionnent en fonction des cas de figure, ça peut être des aides d'État et donc parfois illégal. Par contre, l'Union européenne peut subventionner ce qu'elle veut, ce n'est pas des aides d'État, jamais. Voilà. Mais en tout cas, la Suisse n'est pas concernée, donc l'agriculture suisse n'a pas de souci à se faire. Voilà. Ce qu'on peut peut-être dire, c'est que les paiements directs que la Suisse donne à son secteur agricole sont reconnus et validés par l'OMC et donc l'Organisation mondiale du commerce. Et du coup, l'Union européenne est aussi soumise à ce cadre-là. Et puis peut-être encore un point sur les aides d'État, si vous permettez, Darius. On a vu qu'avec la crise Covid et puis le besoin d'aide des secteurs économiques, tout le cadre avait sauté parce que la Commission a accordé des dérogations. Et donc, il faudra voir en fonction de la crise jusqu'à quand ces dérogations sont tolérées. Mais par exemple, le gouvernement allemand a massivement aidé ces industries comme à peu près tous les gouvernements. Donc, il y a un moment T où il faudra revenir ou pas dans cette vertu ou ce cadre des aides d'État. On a une nouvelle question de Bertrand Konaté à propos de la nomination de Livia Le en tant que nouvelle négociatrice en chef des négociations avec l'Union européenne. Arrivera-t-elle à obtenir quelque chose de la part de l'Union? Bon, ce n'est pas la première fois. Pardon? Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à Madame Le? Oui, tout à fait. Bon, je crois que le changement de négociateur, négociatrice en chef a été motivé pour des raisons vraiment de politique intérieure. Mais c'est la quatrième fois qu'on change de messager en Suisse, mais je n'ai pas l'impression que le message change, ni le nôtre, ni celui de l'Union européenne en face. Donc, les personnes ont leur importance, mais je crois qu'ont leur importance jusqu'à un certain point, mais au bout d'un moment, il y a quand même des positions établies de part et d'autre et qui ne bougent pas beaucoup. Je suis assez sceptique sur la capacité de la Suisse d'obtenir encore quelque chose de la part de l'Union européenne, ne serait-ce que parce que même si maintenant on s'approche un petit peu des dernières semaines on l'espère, on ne sait pas, les dernières semaines du Brexit, il y a eu quand même, avec le Brexit, une prise de conscience de l'Union européenne, en fait, du fait qu'elle doit quand même harmoniser ses relations avec les États tiers. Et même si beaucoup de gens en Suisse disent « Ah, attendons que le Brexit soit derrière nous, et puis après, l'Union européenne sera un petit peu moins crispée sur ses positions, sera peut-être plus flexible », c'est peut-être vrai, on n'en sait rien, mais moi, je tendrais de nouveau à minimiser un peu les espoirs en ce sens. Il y a quand même de la part de l'Union européenne une volonté maintenant d'avoir une approche beaucoup plus systématique de ces relations. Et en fait, le modèle suisse ne lui convient pas du tout parce que c'est aussi injuste vis-à-vis de ses propres membres, en fait. Pourquoi un membre du club, normalement, quand on est membre d'un club, on a des avantages. Pourquoi est-ce qu'un membre du club doit respecter toutes les règles pour avoir accès au marché unique, mais un État qui n'est même pas membre du club peut avoir certains passe-droits, certaines dérogations? C'est de plus en plus difficile à défendre aussi. Donc, je pense pour les questions des mesures d'accompagnement, par exemple, l'Autriche est un pays qui est assez intransigeant parce qu'eux-mêmes, ils auraient voulu avoir des mesures plus comme ce que la Suisse a maintenant et ils ne peuvent pas. Donc, il ne trouve pas très juste que la Suisse, elle, puisse en avoir. Voilà. Peut-être on peut attendre quelques concessions symboliques. J'ai l'impression que pour sur justement ces mesures d'accompagnement, il y aurait peut-être possibilité là d'obtenir quelque chose, mais c'est sûr que la Suisse n'arrivera pas à obtenir entièrement ce qu'elle veut, notamment cette idée, vous l'avez peut-être vu dans les journaux, ce qui a fuité, c'est qu'apparemment la Suisse voudrait complètement immuniser en fait la protection salariale du droit européen et en fait la sanctuariser. Aussi pour que la Cour de justice de l'Union européenne ne puisse jamais se prononcer dessus, ça je peux d'ores et déjà dire que ça ne va pas être possible. Enfin, je suis extrêmement sceptique parce que
C'est pas normal, de nouveau pour l'Union européenne, il n'est pas normal en fait qu'il n'y ait pas ce contrôle de la Cour quand même sur des mesures qui sont des mesures de droit européen. Voilà. Alors, on a une question de notre président Axel Marion. Si l'accord cadre n'aboutit pas, vu la nécessité absolue pour la Suisse de garder un lien fort avec l'Union européenne, est-ce que l'adhésion ne va pas redevenir un scénario crédible et débattu? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Darius, comme chercheur en politique étrangère? Parce que finalement, autrefois, dans les rapports que le Conseil fédéral faisait sur la politique étrangère, il y avait un certain nombre d'options qui étaient débattues. Et celle-ci ne l'est plus du tout, sauf au sein du NOMES qui a sa conviction. Est-ce que ça vous paraîtrait utile d'ouvrir, au moins à titre comparatif, avantages, inconvénients, ce débat? Oui, alors il existe un véritable tabou sur cette question. Je pense que les membres du NOMES et de l'AIS le savent bien. Peut-être une petite parenthèse ou anecdote à ce sujet. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a 2 ans, Avenir Suisse avait aussi sorti un livre blanc avec des esquisses d'avenir pour réfléchir de manière vraiment plus globale avec la relation de la Suisse avec le monde, mais surtout avec en fait l'Union européenne. Et en fait, c'était vraiment, enfin, je veux dire, c'était neutre comme exercice. C'était un livre blanc avec 6 scénarios qui allaient du monde rêvé par l'EPS. Donc, c'était une sorte de voie scandinave. On adhère à l'UE et en plus, on se transforme en État-providence XXL, à la voie préférée par l'UDC qui est, bon, on sacrifie la prospérité de la Suisse, mais on consomme local avec notre agriculture super subventionnée et puis on se referme complètement sur le monde et ses fracas. Mais voilà, dans ces 6 scénarios, il y avait effectivement 2 scénarios qui prévoyaient que la Suisse adhère à l'UE et le simple fait de poser ça comme scénario, ça avait vraiment, en Suisse alémanique surtout, qui a un autre rapport avec la question européenne, vous le savez, ça avait vraiment créé en fait d'énormes remous. Et pour moi, ça montre à quel point en fait la question de l'adhésion est encore un petit peu est tabou et a beaucoup de peine à être ne serait-ce que pensée. Et ça, de manière générale, c'est jamais sain. C'est jamais sain d'avoir des sortes le mot me manque maintenant, mais ouais, des non-dits comme ça ou des sortes d'interdits de pensée. Maintenant, effectivement, d'un point de vue un peu ironique comme ça, est-ce qu'on pourrait pas dire que le NOMES devrait être contre l'accord cadre parce que c'est la meilleure la meilleure chance peut-être sans accord cadre sans voie bilatérale en fait finalement de réduit à adhérer à l'UE. Je sais pas, c'est une question que je vous pose. Voilà, s'il y a une chose qui fait un peu consensus en Suisse. Depuis sa création, c'est clair que la voie bilatérale est une voie de la synthétisation et est une voie qui n'est pas satisfaisante du point de vue de la souveraineté réelle, pas de la souveraineté formelle, mais de la souveraineté réelle, et de la même manière dont on voit mal qu'un canton suisse s'abstienne d'avoir des représentants à Berne pour décider des lois, on continue à trouver un peu stupide de ne pas être à Bruxelles là où les décisions se prennent. Ceci dit, il y a un certain pragmatisme aussi du NOMES, et puis mes collègues pourront peut-être compléter, mais si on veut le plus, on veut le moins. Et du coup, le NOMES a quand même toujours été du côté de la voie bilatérale et l'a soutenu tout en disant que, voilà, la voie bilatérale nous a conduit à être un membre passif qui reprend, je ne sais pas, la moitié, les 2/3 du droit européen. On a quand même dans tous nos projets de loi l'examen de leur eurocompatibilité. Ça veut quand même dire quelque chose. Il y a une question de Guillaume Kayser. Oui, alors c'était en fait une question qui va un peu dans le même sens. C'est de se dire, il y a justement ce papier que vous avez partagé juste avant sur la voie bilatérale, comment continuer avec un système d'opération qui est dépassé quelque part. Est-ce que la solution, c'est est-ce qu'une solution, du coup, c'est de mettre à jour le système d'opération et l'autre, c'est de changer de hardware et puis d'acheter un nouveau smartphone, en fait.
Et un des nouveaux smartphones, ça pourrait être justement l'adhésion à l'Union européenne, c'est un scénario possible. Et l'autre, ce serait effectivement l'adhésion à l'espace économique européen, qui est l'autre scénario possible qu'un de nos États voisins, le Liechtenstein, a déjà testé et où 80% des Liechtensteinais sont très satisfaits avec cette solution-là, 80%. Et la Norvège et l'Islande aussi. Comment est-ce que vous percevez cette solution-là par rapport à l'accord cadre, notamment sur la question de règlement des différends ou de la souveraineté, par exemple? Alors, c'est mon avis purement personnel maintenant que j'exprime. Il y a, à mon avis, vraiment, les options, c'est vraiment voilà, le repli sur soi. Hein. C'est toujours possible, hein. Ça a des coûts énormes. À mon avis, ça nuirait fondamentalement à la prospérité en Suisse. Mais voilà, c'était le titre de la conférence ce soir. Hein. Si on peut faire ça. Hein. Je veux dire, il faut aussi le reconnaître. Hein. On peut toujours décider de faire ça. On n'a pas le couteau sur la gorge. Mais je trouve, voilà, ce n'est pas souhaitable. Ensuite, il y a effectivement la poursuite de la voie bilatérale. Celle-ci, voilà, on peut appeler ça accord cadre, accord institutionnel. Juncker, à moitié sérieux, moitié pour rigoler, comme il le faisait souvent, a proposé de renommer ça le traité de l'amitié. Enfin, on peut appeler ça comme on veut, mais il faut en tout cas, si on veut continuer la voie bilatérale, il faut lui donner en fait il faut la transformer d'un bloc de pierre à une sorte de véhicule, en fait, quelque chose qui se déplace. Il faut lui donner un moteur, il faut qu'il y ait cet aspect dynamique avec des systèmes de règlement différents un peu plus élaborés. Et après, il y a l'adhésion. Je ne pense pas que rejoindre l'EE, en fait, est dans l'intérêt de la Suisse, parce que la Suisse a réussi à obtenir avec l'accord institutionnel déjà, et ça, on ne le dit pas du tout, malheureusement, dans le débat en Suisse, dans l'état des choses, dans l'état où se trouve cet accord institutionnel aujourd'hui, la Suisse a réussi à obtenir des concessions vraiment inattendues et vraiment incroyables dont certains pays membres de l'EE en fait, ne peuvent que rêver. Hein. Donc, je pense notamment au fait qu'il n'y aura pas de sorte d'autorité de surveillance pour les aides d'État, il n'y aura pas d'autorité de surveillance supranationale qui va surveiller ce que la Suisse fait et puis la traîner en justice devant une cour au Luxembourg. Quoi. Enfin, tout sera fait en Suisse, par la Suisse, et ça, c'est vraiment une grande victoire diplomatique obtenue par la Suisse. Et avec la possibilité de faire un peu du pick and choose, de continuer ce cherry picking, là où l'EE, il faut tout reprendre, quoi. C'est un package, il n'y a pas cette flexibilité. Donc non, je dirais que l'accord institutionnel, c'est quelque chose que j'avais écrit pour Forehouse, c'est un EE light, quelque part, qui vient avec beaucoup d'avantages. Et après, effectivement, l'adhésion en offre d'autres, notamment le fait d'être un membre à part entière, de pouvoir envoyer des parlementaires au Parlement européen, à Strasbourg, etc., etc. Mais voilà, ça aussi, ça vient avec d'autres coûts. Au bout d'un moment, il faut faire un peu cette analyse coût-bénéfice et savoir ce qu'on veut. Merci beaucoup, Darius. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui voudrait poser une question? Quelqu'un, faites-nous signe dans la colonne conversée qui nous permet d'écarter les trolls. Alors, si ce n'est pas le cas, oui, je regarde. Je vous laisse 2 minutes de conclusion, Darius. Oui, volontiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour encore une fois pour les discussions, les questions qu'il y a eu. Voilà, s'il y en a d'autres, vous n'hésitez absolument pas à me recontacter. Je pense avoir... voilà, c'est toujours un exercice difficile de parler de l'accord cadre et des relations Suisse-UE parce que c'est un sujet qui vite, si on veut apporter une lumière en fait intéressante à la problématique, nécessite vite d'aller dans des détails. Mais de nouveau, la Suisse a tendance à souvent se perdre dans les détails, à se perdre justement dans tous ces méandres-là, mais à oublier un petit peu l'essentiel, à un peu oublier de justement faire ce travail où voilà, on prend du recul, on essaie d'avoir un petit peu voilà, ce que les anglophones appellent cette big picture et de voir voilà, où est l'Europe aujourd'hui, où est la Suisse et le fait que voilà, la Suisse a son histoire et ses spécificités qui lui sont propres et c'est tout à son honneur. Mais voilà, il ne faut pas aussi ne pas oublier que chaque pays a aussi son histoire, ses spécificités et ses fiertés.
et que c'est notre droit de vouloir rester neutre et de rester un petit peu à l'écart des grandes luttes géopolitiques de notre temps, mais qu'il y a quand même une communauté de valeurs. Et ça, je sais que c'est aussi quelque chose auquel vous êtes sensible au NOMES et à l'AIS, et qui fait que la Suisse est fondamentalement, culturellement européenne. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est un petit peu oublié, et on a toujours tendance à croire qu'on peut continuer avec les solutions, les bricolages bilatérales, avec les petites solutions, les petites combines en fait pour maximiser ce côté un peu niche que la Suisse aime bien cultiver diplomatiquement comme économiquement. Mais ça va quand même devenir, dans un monde justement où de plus en plus multipolaire maintenant, on le constate, où on a vraiment une logique de grands blocs qui émergent. La Suisse risque de se mettre sur la touche, en fait, de se mettre hors jeu. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut revenir dessus, c'est que garder notre autonomie, garder nos spécificités, oui, mais ne pas oublier qui sont nos alliés, et ne pas oublier qui sont nos alliés, en fait, et le fait que, voilà, on partage des valeurs en commun, et puis certaines choses qu'on veut défendre aussi d'un point de vue mondial ou multilatéral avec nos confrères de l'Union européenne. Et au final, peut-être, pour un peu revenir sur la dernière question, des discussions avec Guillaume, ce que moi je trouve essentiel, c'est pas tant la forme que prenne cette coopération, que ce soit voilà, une voie bilatérale, l'adhésion, parce qu'au final, ça s'intéresse beaucoup, voilà, nous, les chercheurs, les politiciens, les diplomates, qui peut participer à quoi, est-ce qu'on peut voter. Donc, je crois qu'au final, ce qui compte vraiment pour la population, c'est de pouvoir assurer son bien-être, pouvoir maximiser sa prospérité et être sûr que le monde de demain sera aussi agréable à vivre que le monde d'aujourd'hui. Et ça, voilà, j'ai l'impression de dire des banalités, mais enfin, voilà, ça passe par la coopération internationale et globale. Et ça, il faut juste parfois revenir aux basics et répéter ça. On a besoin des autres, on a besoin de collaborer avec les autres pour régler les grands défis de notre temps. Voilà, merci beaucoup pour votre attention. Vous n'hésitez pas s'il y a encore des questions. Merci beaucoup, Darius. J'ai un petit œil, mais je ne vois pas émerger de nouvelles questions. J'aimerais souligner auprès de nos participants que je remercie d'avoir passé cette heure avec nous, que pour nous autres du NOMES, c'était vraiment très intéressant de discuter avec Darius Farmont du Forhouse, parce qu'on voit qu'il y a à la fois une connaissance très pointue des enjeux, avec beaucoup de renseignements qui nous ont été donnés sur les échéances autour de l'accord cadre, hein, ces accords un peu techniques, mais qui risquent de poser problème à certains des secteurs économiques. Et puis, il y a quand même aussi la grande fresque. Il y a la big picture qui montre que, voilà, il faut de toute façon faire un choix. Et alors, il peut y avoir un choix du cœur. C'est aussi un peu celui du NOMES, parce qu'on met aussi beaucoup en avant enfin, les valeurs européennes, que nous sommes des Européens. Nous ne sommes pas autre chose en Suisse que des Européens. Et puis, ça peut être alors parfois des calculs de la raison, comme souvent dans les campagnes de votation. Mais je trouvais que l'échange était riche. Et je ne voudrais pas terminer sans demander à Guillaume et à Axel s'ils avaient encore des questions ou une remarque. Non, merci beaucoup à notre orateur et à la modération. Et puis, Axel? Merci beaucoup, Darius, aussi de ma part pour votre participation et la discussion très intéressante. Et puis, on espère que le dossier va évoluer dans le bon sens. Puis on ne manquera pas, M. Farmont, de garder le contact avec vous pour de prochains échanges. Avec grand plaisir. Hein, je suivrai avec plaisir vos événements et vos activités. Et du coup, et puis je pense que sitôt que ça redevient possible, on organisera un petit apéro parce qu'en temps normal, si on avait pu se rencontrer physiquement, on l'aurait fait soit autour d'un déjeuner européen à midi, soit une fin d'après-midi lors d'un forum quand on approfondit un thème.
Et finalement, à moins que la stratégie inavouée du Conseil fédéral soit d'abandonner l'accord cadre, il y aura des échéances, le débat devra reprendre et on se réjouit déjà de le faire avec vous. Et encore merci à la vingtaine de participants qui nous ont rejoints. J'espère que vous avez eu des réponses à vos questions. Je voulais encore peut-être juste mentionner que sur l'histoire des travailleurs détachés, il y a un article qui est paru aujourd'hui, qui est en libre accès sur le site de Domaine public, qui donne aussi un peu des renseignements qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on peut lire dans les arguments des syndicats dans leur opposition à l'accord cadre. Donc, voilà. Ah, bon, ça Je va. vous recommande cette lecture sur domaine public. Alors, merci à tous. À très bientôt. Et pour ceux qui sont intéressés par le NOMES, vous avez tous les renseignements pour vous abonner à nos newsletters, pour adhérer au NOMES sur le site europa.ch. Voilà. Au revoir tout le monde. Merci Darius. À très bientôt.